Eh ben, bonsoir à toutes, à tous. Merci beaucoup d'être là aussi nombreuses et nombreux, ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je vous présente très rapidement, je pense que la plupart des gens vous connaissent un petit peu quand même. Donc, vous êtes sociologue, ancienne directrice de recherche au CNRS, et vous avez consacré, avec Michel, du coup, qui malheureusement n'a pas pu venir, la majeure partie de votre travail à l'étude de la haute bourgeoisie et des élites. Et vous avez publié de nombreux ouvrages sur le sujet. On peut citer pêle-mêle, Sociologie de Paris, Sociologie de la bourgeoisie, La violence des riches, Voyage en haute bourgeoisie, et Le président des riches, et donc le président des ultra-riches, qui nous réunit ce soir. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va faire une petite séance de questions pendant une petite demi-heure, histoire de présenter l'ouvrage. Et après, vous aurez la parole, pareil, pendant une demi-heure, 40 minutes. Voilà, vous serez libre de poser les questions que vous voulez. Alors, pour commencer, je voudrais citer une petite phrase d'Emmanuel Macron, prononcée dans le cadre du grand débat, il y a une quinzaine de jours, qui a beaucoup tourné, que vous avez probablement entendu, mais que je trouvais assez révélatrice. Il a dit « Vous savez, je ne suis pas un héritier, je suis né à Amiens. Personne dans ma famille n'était banquier, ni politicien, ni énarque. Ce que je le dois à une famille qui m'a appris le sens de l'effort, ceux qui m'ont élevé, qui m'ont éduqué, et après, j'ai jamais lâché le morceau. » Alors, bon, les faits sont justes, mais étant donné l'univers dans lequel il a baigné, son analyse, qui tout se réduit à son sens de l'effort, est un peu limitée. Donc, pour commencer par le commencement, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer d'où vient, de quel milieu vient Emmanuel Macron et comment ça a pu influencer son rapport aux politiques? Merci déjà de cette bonne question et merci de l'accueil que vous me réservez au Merle Moqueur. Merci à vous tous. Ça fait chaud au cœur. C'est super de vous voir aussi nombreux. Et c'est vrai que la situation s'y prête et que notre travail est en phase parfaite avec ce qu'Emmanuel Macron fait à l'Élysée. Et Emmanuel Macron, ce qu'il fait à l'Élysée, c'est massivement des cadeaux aux plus riches. Donc ça, on va y revenir, puisque ce n'est pas la question qui m'est posée. C'est vrai que c'est le fait qu'Emmanuel Macron soit né dans la petite bourgeoisie, enfin dans la moyenne bourgeoisie d'Amiens, fait qu'on se dit il ne fait pas partie du sérail. Mais en réalité, si, parce que si vous voulez, petit à petit, d'abord déjà, ses parents, son père avait, comme neurologue, avait des réseaux, sa mère avait des réseaux de son côté, sa grand-mère, qui était directrice d'école, avait, voilà. Le fait de savoir, dès sa petite enfance, que les réseaux, ça existe, et que les réseaux, ça permet à quelqu'un qui a de l'ambition et qui a un jeune homme qui en veut, il y a un apprentissage qui est fait dès l'école des Jésuites, la Providence à Amiens, où là, il met à profit le réseautage, pour faire court, hein, c'est-à-dire on pourrait dire en bonne sociologue, on pourrait plutôt dire la gestion du capital social, pour parler comme Bourdieu, la gestion de ce capital de relations sociales qui va vous faire que vous ne serez plus un individu isolé, mais que vous allez peu à peu vous insérer dans un réseau, dans des réseaux. Ces réseaux vont tous s'interconnecter et au final, ça va faire une belle toile d'araignée oligarchique dans laquelle, à un moment donné, vous serez le cœur de cette toile d'araignée. Et donc, c'est ce qui est arrivé à Emmanuel Macron, puisque après la Providence, où il est tombé amoureux de sa professeure Brigitte Trogneux, dont les parents étaient chocolatiers de génération en génération et avaient accumulé fortune et aussi beaucoup de capital social. Il a fait des bonnes études, le lycée, les classes préparatoires, puis l'ENA. Après avoir échoué quand même 2 fois, c'est un peu mesquin de ma part de le dire, mais c'est intéressant. On peut quand même prendre du plaisir aussi, même si c'est un peu pervers, je l'admets volontiers. Il a échoué 2 fois Normal Sup. Or, Normal Sup, de mon point de vue, c'est supérieur au niveau intellectuel à l'ENA. Hein, ou à l'ENA, c'est plus la capacité du goût du pouvoir qui fait qu'on réussit finalement le grand oral de l'ENA.
Et donc, on voit que petit à petit, dès qu'il sort de l'ENA, hop, il est embauché par Michel Pébroz sur un rapport sur la dette. Ensuite, il passe à la fameuse commission Attali avec Nicolas Sarkozy sur la croissance à libérer, la libéralisation de la libération de la croissance. Alors, alors je vais pas être trop longue. Et puis ensuite, alors ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Ensuite, il est à la fois chez Rothschild. Avec la commission Attali, il fait des réseaux, il a les bonnes personnes pour faire des bonnes affaires chez Rothschild. Et parallèlement à son boulot pendant 3 ans de directeur chez Rothschild, puis d'associé gérant chez Rothschild, 2 autres années, il est le responsable de l'économie de la campagne électorale du candidat François Hollande. Et ce travail de Emmanuel Macron, économiste en chef de la campagne électorale de François Hollande, se fait à la Rotonde. C'est les amis de la Rotonde dans la salle. Vous voyez où est la Rotonde, 105 boulevard Montparnasse. Vous rentrez, vous allez aux toilettes au premier étage et sur la droite, vous regardez, vous avez il y a toujours un majordome qui empêche qu'on y rentre, mais enfin on peut dire, écoutez, je voudrais regarder la salle, et vous regardez la salle. Et c'est intéressant parce qu'on sent dans cette salle le pouvoir, les pouvoirs qui s'y sont croisés. Comme dans un cercle. On a ressenti avec Michel la même chose que dans un cercle. Donc voilà, et après, il a été nommé secrétaire général de l'Élysée dès que François Hollande a été élu. Alors, plus candidat hors du système, pour l'instant, on est bien. Alors, ensuite, il est nommé ministre de l'économie. Et là, il se sert du ministère de l'économie. Vous verrez dans notre livre, il y a des pages délicieuses qui sont pour partie empruntées à un livre de Christian Eckert qui nous a beaucoup, beaucoup intéressés, où Christian Eckert, qui était ministre du budget socialiste, raconte comment il a vu Brigitte et Emmanuel Macron se servir de l'Élysée comme un tremplin pour la présidentielle, consommant notamment tous les frais de représentation pour recevoir du matin au soir et du soir au matin des futurs donateurs, des riches amitiés, des riches amis, comme on dit, un riche mariage d'amour, pour la campagne qu'ils savaient être proches. Alors le titre du livre est un clin d'œil évidemment à celui que vous aviez consacré à Nicolas Sarkozy, le président des riches. Sarkozy qui avait déclaré Macron c'est moi en mieux, vous vous dites en pire. Et c'est vrai que il y a une somme de mesures prises dès le début du quinquennat qui font passer le bouclier fiscal pour une petite friandise. Alors, notamment, en fait, il y a l'ISF sur lequel aujourd'hui il y a beaucoup d'attention qui a été donnée, qui a été transformé par l'impôt sur les fortunes immobilières. Alors peut-être vous pourrez un peu expliquer en quoi ça correspond, mais plus important, et vous le dites dans votre ouvrage, mais moins connu, il y a la flat tax qui est corrélée justement à l'ISF. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est et combien ça coûte ? Alors vous avez employé le bon mot, c'est-à-dire que souvent on se fixe sur l'ISF, alors que dans la politique d'Emmanuel Macron par rapport à Sarkozy, c'est qu'il a corrélé la suppression de l'ISF à la création de la flat tax. Alors je vais essayer d'être clair, il faut que vous soyez bien attentifs, parce que c'est très très important de comprendre qu'aujourd'hui, les revenus, pour la première fois dans l'histoire de ce que je connais, moi, depuis Sarkozy, que je fais attention, pour la première fois, les revenus du capital seront moins imposés que les revenus du travail, et de manière forfaitaire. C'est-à-dire que vous soyez Bernard Arnault ou Monique Pinson-Charlot, j'en ai pas, mais si j'avais quelques actions, on serait tous les deux imposés de la même façon à 12,8% de manière forfaitaire. C'est-à-dire qu'avec la flat tax, il a supprimé la progressivité de l'impôt sur les revenus du capital. Les revenus du capital étaient jusqu'à l'arrivée d'Emmanuel Macron fiscalisés de la même façon que l'impôt sur les revenus, quoi. C'était de 0% pour la première tranche jusqu'à 9 000 €, puis deuxième tranche 14% et dernière tranche 45%. Donc les riches étaient, que leur fortune soit liée à un salaire
ou à des dividendes étaient taxés lorsqu'ils avaient plus de 156 000 euros par an, au-dessus de 45%. Et c'était la même chose pour des salariés qui gagnaient beaucoup. C'était le même impôt, l'impôt sur le revenu. Tandis que là, Emmanuel Macron, il a fait fort parce qu'il a fait d'un seul coup la suppression de l'ISF, c'est-à-dire de la solidarité sur les fortunes des plus riches. Mais de quoi sont constituées les fortunes des plus riches? Quel est le patrimoine des plus riches qui a été supprimé avec l'ISF? Eh bien, on croit que ce sont des yachts, des grands châteaux, toutes sortes de bagnoles luxueuses et tout ça. Mais non, ça ne représente chez les 100 plus riches de l'ISF le patrimoine de l'économie réelle. Ce que je viens de dire, tous ces objets de luxe ne représentent même pas 5% de leur patrimoine déclaré au titre de l'ISF. La plus grosse partie, c'est entre 90 et 95%, c'est du patrimoine mobilier, c'est-à-dire du patrimoine financier, des actions, des obligations, enfin de la finance. Donc, le stock de leur richesse mobilière, c'est là où il ne faut pas du tout il faut bien être concentré. Le stock de la richesse mobilière des plus riches, avec l'ISF, est supprimé. D'accord ? Et en corrélant, comme vous l'avez bien dit, avec la création de la flat tax, Emmanuel Macron a baissé de manière forfaitaire et d'une façon considérable la fiscalisation des revenus du capital, c'est-à-dire le flux, le stock de toutes ces valeurs mobilières produit chaque année des dizaines de milliers, des millions d'euros. Ils s'enrichissent à une vitesse colossale. Et ces flux qui fait que la richesse ne fait que s'aggraver, que s'additionner, s'agrandir, se développer et donc creuser les inégalités, cette richesse-là, eh bien aujourd'hui, elle est imposée à 12 de manière forfaitaire, que vous soyez Bernard Arnault ou un pauvre type, à 12,8%. Et ça, vous n'en avez jamais entendu parler. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez entendu parler dans le cadre de la propagande des 10 milliardaires qui possèdent 90% des médias? C'est que Emmanuel Macron a fait baisser, parce que c'était un scandale absolu, la fiscalité des revenus du capital de 60 à 30%. Vous êtes d'accord que vous avez tous entendu ça? Alors, où est-ce qu'elle est la manipulation? Eh bien, elle est que quand il s'agit des revenus du capital, les manipulateurs, les nouveaux chiens de garde, toutes les brosses à reluire qui viennent nous décerveler la tête, ils comptent la CSG, les cotisations sociales. Et ils présentent du coup, effectivement, ça représente à ce moment-là 30%. Mais quand il s'agit des impôts pour les salariés, là, on ne parle pas du tout de cotisation sociale dans les impôts. Et on vous dit, les salariés sont imposés, la deuxième tranche, c'est 14%, alors qu'en réalité, si je compte comme à l'équivalent des revenus du capital, je suis à 24%. Et voilà. Et c'est une manipulation qui est grossière, mais plus c'est gros, plus ça passe. Il y a une des conséquences aussi un peu perverses à laquelle je n'avais pas pensé évidemment, que j'ai appris en lisant votre bouquin, c'est que en baissant l'impôt aussi des plus riches, il y a une baisse des donations aux associations parce que en fait, et aussi ça, ce qui prouve, je vous laisse démontrer, mais que dès que la niche fiscale disparaît, le don aux associations disparaît aussi et ne vaut plus rien. Oui, ça montre que vraiment, quand on vous bourre le crâne avec la philanthropie, la générosité des milliardaires, là, ça ne résiste pas à l'analyse de la réalité. Parce que dès les 6 premiers mois, vous verrez, c'est dans notre livre, alors on donne les noms des associations, la baisse,
parce que pour payer moins d'ISF, il y avait des possibilités de niche fiscale. Si on donnait, ça faisait diminuer l'ISF. Voilà, je ne vous baratine pas les chiffres exacts parce que ça n'a aucun intérêt. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que de voir qu'entre la niche de légitimité que représente le fait de donner aux apprentis d'Auteuil, aux orphelins apprentis d'Auteuil, enfin, etc., à la Fondation de France, entre la niche de légitimité et la niche fiscale, eh bien, c'est la niche fiscale qui les intéresse, puisque dès qu'on supprime dès qu'on supprime, que je m'embrouille pas, dès qu'on supprime l'ISF, eh bien, la niche de légitimité n'existe plus. Vous voyez, voilà. Est-ce que je ne sais pas si j'ai été bien claire là? Bon. Alors, il y a la question du CICE aussi, de Crédit Impôt Compétitivité Emploi, qui a été mis en place, entre autres, sous l'influence d'Emmanuel Macron, sous le quinquennat de François Hollande en 2013, si je ne dis pas de bêtises, et qui représente 20 milliards d'euros par an d'exonération de cotisations patronales. Et le tout sans que personne ne vérifie si ces 20 milliards partent dans la création d'emplois. Et vous citez une phrase de Bruno Le Maire qui dit « Je ne crois pas à cette logique de conditions qui ruine le bien le plus précieux d'une économie, la confiance ». Et vous, en fait, cette confiance, c'est très intéressant, vous la mettez en regard avec la suspicion dont les pauvres sont toujours les victimes. D'un côté, on a la confiance, la flexibilité, et de l'autre, le contrôle. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au final, donc il y a les 20 milliards du CICE, il y a la baisse de la fiscalité des entreprises, il y a tout ce dont on vient de parler, l'ISF, la flat tax, l'exit tax. Enfin, on a fait le catalogue complet. Et au final, c'est des dizaines et des dizaines de milliards d'euros qui ont été donnés, des cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus riches dès l'arrivée d'Emmanuel Macron et sans contrôle. Sans contrôle aucun. C'est-à-dire qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ça peut être des dividendes, des bonus versés aux actionnaires ou éventuellement des emplois. Mais en tout cas, vous verrez, on a fait avec l'aide du Canard enchaîné, en s'inspirant d'un article du Canard enchaîné, depuis 1984, tous les cadeaux qui ont été faits aux plus riches, chaque fois avec ils vont créer des emplois, et vous verrez que le rapport est édifiant, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir. Le chômage ne bouge pas, le chômage ne fait que s'aggraver, plus on leur en donne, moins il y a de millions d'euros, de millions d'emplois qu'ils devaient créer. Vous vous rappelez comment est-ce qu'il s'appelait, Pierre Gattaz, hein, il avait fait des petits spins, là, 1 million. Il aurait convaincu un pauvre mec, hein, mais il a convaincu personne parce que la réalité, c'est qu'on peut penser qu'il y a eu peut-être 50 000, Bercy dit, entre 50 000 et 100 000 emplois créés ou sauvegardés. Alors j'aime bien créer ou sauvegarder. Donc vous voyez, ce sont des manipulations en cascade, alors qui nous font rire comme ça quand on les présente, qu'on est tous heureux d'être ensemble et tout. Mais après, quand on est, enfin, soi-même on est pauvre, enfin et tout ça, on se dit mais c'est vraiment un pillage de l'État par une caste, une classe, une mafia. Moi je suis désolée, hein, la violence elle est vraiment de leur côté et pas du tout de ceux qui cassent des banques parce que justement ils veulent marquer leur contestation d'un système capitaliste qui profite à ceux qui détiennent les titres de propriété qui leur permettent d'exploiter la force de travail, de ne pas payer les salariés et les ouvriers à la juste valeur de leur travail. Et au final c'est terrible. Enfin nous on parle d'une guerre de classe, si vous voulez, avec des armes spécifiques, financières. Et c'est toutes ces armes que, justement, on décortique livre après livre et qu'on vous propose à la réflexion pour vous montrer qu'une guerre... Alors là, je vais être beaucoup plus nuancé que d'habitude, qu'une guerre, ce n'est pas forcément des armes létales. Mais aujourd'hui... avec ce qui se passe avec les gilets jaunes et l'utilisation des lanceurs de balles de défense, là on est passé à quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave. Et je vous le dis, c'est terrible, la France achète les LBD
LBD, non, c'est ça, LBD. LBD 40, il n'y a qu'une entreprise en Suisse qui les fabrique, Brugger et Thomé à Thun, en Suisse. Et il faut savoir qu'on a passé une commande à cette entreprise de 1300 à peu près, si je ne me trompe pas, de 1300 LBD supplémentaires que la France va payer à 1 600 000 euros. Et le propriétaire de cette entreprise, Brugger et Thomé, a dit « pour nous, c'est une bonne affaire ». Mais je vous le dis, la solidarité est parfois belle. Les Suisses ont manifesté devant cette entreprise en soutien aux Gilets jaunes. Alors c'est vrai que votre livre est très instructif parce que vous donnez beaucoup de chiffres et c'est vrai que par exemple 20 milliards ça fait presque abstrait et vous expliquez par exemple que avec 20 milliards aujourd'hui on éradique la pauvreté. On peut établir un RSA et des pensions de retraite qui sont à 1 000 euros, soit au-dessus du seuil de pauvreté. Donc c'est pas rien. Enfin, voilà. Vous verrez dans le livre. Il y a aussi autre chose qui est vraiment intéressant, c'est que vous parlez de la suppression des contrats aidés. Donc idem, soi-disant, ça coûte un pognon de dingue. Mais vous expliquez, et c'est là, ça j'ignorais aussi complètement, que c'est le début de l'instauration d'un dispositif qui a été pensé par les financiers londoniens, qui s'appelle le Social Impact Bonds, si je le prononce bien, et par lequel l'action sociale, elle devient elle aussi un marché à conquérir. Est-ce que vous pourriez un peu expliquer cela ? C'est-à-dire que depuis 2010 a commencé la marchandisation du secteur social. Et c'est le secteur social, mais à terme, c'est tous les secteurs de la santé, c'est toute notre vie, quoi. Il n'y aura plus du tout de service public, de secteur public, de l'intérêt général sera totalement supprimé pour des intérêts privés, pour satisfaire la gourmandise insatiable des riches qui veulent toujours plus s'enrichir parce que la richesse est une arme d'asservissement des peuples. Et c'est pour cette raison-là qu'ils cherchent toujours de nouveaux marchés. Alors c'est évidemment le marché de la transition écologique, c'est aussi donc le marché du social, c'est-à-dire que les plus riches ont mis des systèmes de partenariat public-privé, Social Impact Bond, au cœur du social. Alors vous verrez, c'est bien expliqué, le meilleur ami d'Emmanuel Macron, Jean-Marc Borrello, et le grand chef auprès de la République En Marche pour privatiser, marchandiser tout le secteur social, faire du profit sur les plus démunis, faire du profit sur chaque place d'hébergement d'urgence, faire du profit sur le logement social, faire du profit sur le dos des travailleurs sociaux, en transformant là aussi leur travail de façon néolibérale, c'est-à-dire avec le management où il faut faire du chiffre et pas de l'humain. Et voilà, donc là, je veux pas rentrer vraiment dans les détails parce que c'est bien expliqué dans le livre et que ça pourrait vous paraître un peu rasoir. Mais franchement, c'est absolument extraordinaire qu'on n'en parle pas plus, qu'on ne se rende pas compte que tout, absolument tout, la moindre petite plante au fin fond de l'Inde doit être source de profit pour les actionnaires, les créanciers et les plus riches. Et petit à petit, je développerai ma pensée pour le bouquet final qui viendra soit avec les questions, avec vos questions, soit avec les vôtres. Alors il y a un autre pendant à cette baisse d'impôts pour les plus riches que vous démontrez dans votre livre, c'est l'absence de lutte réelle contre la fraude fiscale et même la diminution de la lutte contre la fraude fiscale. Vous parlez notamment du verrou de Bercy, alors qui n'a pas été inventé par Emmanuel Macron, mais auquel il tient coûte que coûte. Mais vous parlez aussi de... Alors je sais plus la possibilité de se tromper qui a été instaurée dans la déclaration d'impôt. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu ? Le droit à l'erreur. Alors en effet, la fraude fiscale des plus riches, ça vous devez tous connaître les chiffres, c'est 100 milliards de moins chaque année dans les caisses de l'État. Donc 100 milliards, il n'y a plus de déficit public en France. Donc vous voyez bien que quand j'emploie le terme d'arme,
c'est juste comme expression, parce que le déficit public, il est construit par cette classe sociale des beaux quartiers pour asservir le peuple à qui on demande de rembourser ce déficit et cette dette. Et alors 100 milliards, mais il y a 100 milliards aussi, je veux dire, il faut vraiment avoir ces chiffres dans la tête tout le temps, 100 milliards dans les niches fiscales, dont les trois quarts ne servent à rien sauf à enrichir les plus riches. Alors il y a eu une ligne, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de compétent dans la salle, il viendra me voir à la fin parce que je ne suis pas arrivée à savoir exactement la ligne qui s'appelle MPCI, modalité particulière de calcul de l'impôt, qui est une ligne sur laquelle on met tout ce qu'on veut cacher. Et moi, quand on finissait le président des riches, j'avais eu la chance de pouvoir rencontrer Jérôme Cahuzac, qui était à cette époque président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Et il avait accepté, y compris en signant dans le livre le petit entretien qu'il m'avait donné, que c'était une façon de mettre tout ce qui était, par exemple, la niche fiscale. Il m'avait donné comme exemple que la niche fiscale de Jean-François Copé, qui était très coûteuse, mais qui rapportait beaucoup d'argent aux entrepreneurs qui vendaient leur entreprise et qui faisaient une plus-value. Eh bien, cette niche-là, elle avait fait pas mal de polémiques au niveau des médias. Hop, on l'a supprimé des niches fiscales et on l'a mis dans cette ligne MPCI. À l'époque, c'était 100 milliards d'euros encore qui manquaient. Vous voyez, c'est un pillage de notre argent public, de notre bien commun qui est en chiffres énormes. Parce que on aurait des vies bien meilleures, je vous le dis tout de suite. Et surtout qu'en plus, nous, on est parfaitement capable de faire fonctionner l'économie réelle, puisque c'est nous qui la faisons fonctionner déjà. Donc on n'a pas besoin d'eux. Alors, je voudrais vous lire une autre petite citation qui n'est pas dans le livre, que j'ai trouvée dans un autre livre qui est paru l'année dernière, qui s'appelle L'illusion du bloc bourgeois. Cette citation, c'est « La protection que nos sociétés ont prodiguée à nos concitoyens aura eu pour premier résultat de les affaiblir. Lourd, rigide, démesuré, le système de protection sociale est constamment complété et compliqué. Il organise les abus. L'indemnisation au chômage ne constitue rien de moins qu'une puissante incitation à ne pas travailler. Il faudra bien en finir avec ce tabou de la protection sociale absolue et égale pour tous. Une société progresse aussi grâce à ses inégalités. » Alors, on pourrait croire que c'est Emmanuel Macron, mais c'est pas lui. C'est Jacques Delors, ministre de gauche, en 1985, et qui a été le grand artisan de gauche, entre guillemets, bien sûr, grand artisan du tournant de la rigueur sous Mitterrand. Et ce que ça m'a démontré, moi, cette phrase, c'est qu'en fait, et ce livre-là d'ailleurs, en l'occurrence, c'est que Macron est issu d'une longue descendance. Il n'a rien inventé. Comment, et c'est ça qui est vraiment fascinant, c'est comment a-t-il pu réussir à se créer cette image de renouveau, qui renouvelle la politique française avec des idées qui n'ont pas existé avant lui. Vous parlez d'un blitzkrieg médiatique, l'une des opérations de construction de notoriété les plus fulgurantes de l'histoire politique française. Eh bien, de toute façon, je n'ai pas besoin d'être longue, puisque j'ai déjà dit que 10 milliardaires possédaient 90% de la sphère médiatique. Donc, si vous voulez, on n'est pas du tout dans une démocratie, mais on est vraiment sous un régime de propagande et d'une dictature qui ne dit pas son nom. Mais franchement, et alors maintenant, avec les chaînes en plus en continu, que ce soit radio ou télévision, notre cerveau est vraiment mis à rude épreuve de longues heures par jour. Et cette propagande, ces milliardaires, ont véritablement créé un storytelling, ont vraiment créé un couple glamour sur papier glacé qui s'embrasse dans les dunes du Touquet entre deux coups de vent, qui toujours main dans la main. Ce couple atypique, puisque Brigitte Macron a 25 ans de plus que son mari, et a été utilisé, instrumentalisé de manière efficace, parce que pour beaucoup de femmes dans la France, c'était intéressant qu'enfin, ce ne soit pas un vieux mec qui tienne la main à une jeune princesse fascinée par le pouvoir charismatique, parce qu'économique,
de son mari. Donc voilà, tout ça a été monté, ni de droite ni de gauche, alors qu'il a bouffé à tous les râteliers. Alors en effet, il était ni de droite ni de gauche, tout est bon pour lui. Et donc ça a marché parce que... mais enfin, ça a marché pas tant que ça, parce qu'en réalité, il a été très mal élu. Hein, au premier tour, il a eu seulement 18% des inscrits, 24% des suffrages exprimés, mais 18% des inscrits. Et c'est très faible comme niveau. Et entre le premier tour des élections présidentielles, parce que le second tour des élections présidentielles, c'était massivement un vote contre Marine Le Pen. Donc il a été élu par défaut, on peut dire. Et si on regarde bien les statistiques, vous verrez, vous avez tous les chiffres. Parce que c'était rasoir de faire ce travail. Parce que c'est vrai, tout était fait pour qu'on n'y comprenne rien. Par exemple, moi, je ne m'étais pas rendu compte, parce qu'Emmanuel Macron disait toujours sur toutes ses interventions qu'il avait été, quand on lui disait qu'il avait été mal élu au premier tour de la présidentielle, il disait oui, mais aux législatives, vous avez vu le raz-de-marée. Et quand on regarde les chiffres, eh ben, entre le premier tour des élections présidentielles et le premier tour des législatives, c'est les deux premiers tours qui donnent pouvoir à Macron de faire sa politique, il perd 2 millions de voix. Alors vous voyez, et ça on ne le dit pas. Voilà. Et donc si ça c'est pas de la propagande, vous me direz comment vous appelez ça. Vous dites aussi dans votre livre, il a estimé de façon réaliste que le soutien de mentors politiques et l'appui de milieux d'affaires étaient plus décisifs pour réunir les chances d'accéder à la mandature suprême que l'ancrage de terrain et la légitimation par des élections intermédiaires. Donc on a parlé de ces soutiens dans les médias. Et quelles ont été aussi les personnes qui ont soutenu Emmanuel Macron? Vous parlez notamment de personne dont j'avais jamais entendu parler, qui s'appelle Henri Herman, son parrain. Vous parlez aussi du Henri de Castries, du groupe Bilderberg. Peut-être vous pouvez aussi expliquer ce que c'est ce groupe. Voilà. Écoutez, je ne vais pas vous asséner tous les noms de tous ceux qui ont porté, toutes les puissances d'argent qui ont placé Emmanuel Macron à l'Élysée pour leur servir tous les cadeaux fiscaux qui ont été faits, parce que chaque fois, il faut rentrer dans des histoires de vie. Enfin, c'est passionnant. Tout ça, c'est dans notre livre. Et c'est, je pense, ce qu'on aime faire avec Michel, c'est-à-dire travailler vraiment sur les individus, reconstruire leur trajectoire, et puis ensuite reconstruire toutes ces trajectoires qui s'entrecroisent pour ce qu'on appelle la grosse toile d'araignée oligarchique qui est au-dessus de nos têtes, quoi, qui nous mène à mal. Et donc, ces donateurs sont des gens de l'ancienne noblesse, de la bourgeoisie fortunée. C'est toutes sortes de personnes qui ont été contactées à travers, comme on fait dans les beaux quartiers, avec des cocktails, des réunions. Vous verrez, on donne quelques exemples parce que ça fait plaisir d'être un peu la petite souris qui va voir qu'entre deux mises en bouche, là, on lève du fric. Et ça a commencé d'ailleurs avant même. C'est pour ça que l'histoire qu'on vous a racontée aussi, que Hollande n'était pas au courant, franchement, il faut vraiment nous prendre pour des abrutis. Hein. Parce que la première séance de levée de fonds a eu lieu le 16 janvier 2016. Donc à un moment où il était ministre de l'économie, où il s'est déclaré en campagne à l'automne 2016. Et ça a été d'autant plus officiel que Muriel Pénicaud, qui s'est occupée d'organiser cette soirée, n'a pas respecté les règles publiques de lancement d'appel d'offres dès lors qu'une soirée dépasse une certaine somme. La somme était largement au-dessus et elle n'a pas respecté, et du coup elle a aujourd'hui des problèmes avec la justice. Mais ces problèmes-là ne l'ont pas empêché du tout de réussir le casting pour être ministre du Travail, d'autant plus qu'elle avait d'autres casseroles. Elle s'est enrichie chez Danone en une seule journée d'1 million et des poussières, après un pari sur la hausse de l'action, puisque Danone venait d'annoncer, et elle le connaissait elle, puisqu'elle était directrice des ressources humaines chez Danone, venait d'annoncer un plan social de suppression de 900 emplois. Eh bien, elle a quand même réussi le casting pour être ministre du Travail.
Donc elle est belle, là. Il est beau, le gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il est parfait. Il est en phase avec les intérêts de l'oligarchie. Pour eux, il n'y a pas de service public, il n'y a pas de service privé. Tout doit être dans la synthèse des intérêts de l'oligarchie. Il n'y a pas de conflit d'intérêts. Vous pantouflez, vous venez vous servir, vous êtes dans le lobbying, vous avez des intérêts dans les laboratoires pharmaceutiques. Rien de mieux pour vous nommer ministre de la Santé. Rien de mieux. Voilà. Et donc, rien de mieux que de nommer ministre du Travail quelqu'un du profil de Muriel Pénicaud. Tout ça fait lourd. C'est bien qu'on en sourit là collectivement, parce qu'à porter seul tous les matins, nous, tous les deux, c'est pas toujours rigolo. Bon, je vais vous passer la parole. Si vous avez... est-ce que quelqu'un aurait une question ? Oui, merci et bonsoir. Bon, comme d'habitude, c'est un plaisir de vous entendre. Puis on arrive même à en rire, donc c'est une bonne chose. Moi, j'ai une petite remarque liminaire avant ma question. Je pense que ce gouvernement avait tout dit le jour où, je crois que c'était Bruno Le Maire qui répondait à une question de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée, avait dit, mais Mélenchon lui demandait pourquoi ils avaient supprimé l'ISF, qu'ils avaient mis la flat tax, etc. Et le ministre de l'économie, grand raisonnement économique qu'il avait tenu, c'était de dire « mais moi, de toute façon, j'y crois, ça va marcher ». Donc je crois que là, CQFD, la religion libérale était à l'état pur. Moi, j'ai une question sur ce que vous avez un petit peu évoqué. Alors déjà, effectivement, oui, il n'est pas moderne, puisque ce fameux ni droite ni gauche, vive le marché, c'était déjà dans les années 30, X-Crise, le renouveau français, des gens qui d'ailleurs se retrouveront bien mouillés dans la collaboration 10 ans après, au passage. Mais la question que j'avais justement, c'était de dire qu'on a beaucoup parlé de cette tenaille financière, cette arme dont vous parlez contre le peuple par tous ces cadeaux aux riches, mais on peut aussi voir toute cette dimension autoritaire de l'État. Alors on a parlé des Gilets jaunes évidemment, et moi l'hypothèse que je vous soumets à votre sagacité de sociologue et de militante, c'est est-ce qu'on n'est pas dans une forme de, oui on ose le mot, de préfascisation de l'État. Je m'entends... le côté libéral démocratique sur lequel il a été élu contre Marine Le Pen, c'est fini. L'État n'a jamais été aussi autoritaire. Ça va des lois Collomb à la loi dite anti-casseurs, et j'en passe, c'est des meilleurs. L'opposition est complètement muselée. Il y a une véritable judiciarisation de la vie politique. On voit les perquisitions très orientées contre le premier mouvement d'opposition populaire qu'est la France insoumise. Et dans le même temps, on fait la guerre au peuple sur les questions économiques. Donc est-ce qu'on n'est pas dans une forme d'État qui... effectivement, n'a plus de démocratique que le nom et qui est, oui, sous une forme de fascisation. Et j'ose employer le mot, est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas une nouvelle forme de l'extrême droite, débarrassée des oripeaux fascisants, mais enfin, moi ça me fait penser à Pinochet, quoi, pour être un peu clair. Voilà, je vous remercie. Bah écoutez, il est pire que moi, hein. Mais je pense qu'il faut toujours garder mesure dans la parole. C'est-à-dire que vous n'avez pas tort, hein, vous avez raison. Il y a notamment avec ce qu'on est en train de vivre avec les Gilets jaunes, on voit que là, c'est la guerre. C'est-à-dire que c'est par la violence physique, par la destruction physique. Là, pour l'instant, c'est des mutilations, mais c'est quand même un message terrible qui est lancé, terrible. Donc, il y a un durcissement sans précédent de cette guerre de classe, parce que, précisément, je peux vous le dire, ils sont aux abois. Et quand ils sont aux abois, là-bas, dans les beaux quartiers, eh bien, ils peuvent être extrêmement violents, comme l'a été par exemple Luc Ferry sur la radio de Bernard Arnault, Radio Classique. Vous vous rappelez ce qu'il a dit ? Ben oui, les armes, les policiers, ils n'ont qu'à s'en servir pour les éliminer, enfin quelque chose comme ça, hein. C'était aussi cru que cela. Donc effectivement, il faut qu'on soit très responsable dans cette période que nous vivons, enfin très conscient des enjeux, de la gravité. Et je pense que ce n'est pas pour rien si vous êtes venus nombreux, parce que c'est vrai on se dit,
qu'est-ce qu'on fait? Alors on va vers les gilets jaunes, mais on a aussi peur physiquement, hein, moi-même la première. Un jour, Michel restait sur la barricade sur les Champs-Élysées, puis moi je suis partie en criant, je veux pas crever, je veux pas crever. Et puis Michel, il était là, il regardait tout ça comme un poète qui contemplait tous ces gilets jaunes sur les Champs-Élysées, et voilà. Donc je suis d'accord avec vous, je ne le dirai pas comme ça parce que je trouve que c'est abrupt, mais en même temps, je pense la même chose. Merci, bonjour. Moi je voulais faire trois mini-points, il y a une question à la fin. Moi je suis bien content d'avoir eu le CICE l'année dernière, j'ai eu 3000 balles. Et donc voilà, et c'est vrai que finalement, j'avais pas pensé à ça, mais ces 3000 balles, on m'a rien demandé, est-ce que je vais créer un emploi? Mais je peux pas créer un emploi avec 3000 balles. Donc je suis bien content, cette année, je vais l'avoir pour 5-6 000 euros, parce que c'est sur les salaires, au final, c'est 6% des salaires, parce que j'ai une petite entreprise. La deuxième, c'était une discussion avec mes propres salariés, j'en ai 5, et j'étais halluciné de constater que je leur ai dit, mais moi les gars, si je gagne 1 million en vendant cette start-up, bah, en fait on partagera. Ils m'ont dit, bah non, tu les auras mérités. Je dis, bah... Et en fait, avec mon associé Jérémy, j'avais l'impression pendant la discussion qu'on était beaucoup plus sociaux de gauche qu'eux-mêmes. Ils disaient non, et en fait c'est cette histoire de mérite, l'impression qu'elle s'est bien diffusée et que ceux qui bossent le même nombre d'heures pourraient être payés 100 fois plus. Et moi je leur dis, mais non, personne ne mérite d'être payé 100 fois plus. Et que moi, je ne voudrais pas prendre le boulot d'une caissière. Une caissière ne voudrait pas prendre mon boulot, donc tout le monde est bien, mais je ne devrais pas gagner beaucoup plus qu'elle. Et je n'arrivais pas à défendre cette idée que, bah oui, je prends des risques. Oui, je ne me suis pas payé depuis 4 mois. Oui, j'ai 50 000 balles de dette. Mais en fait, c'est ma vie, je l'aime bien comme ça. Et le troisième point, c'est plus une question cette fois, mais je veux bien que vous réagissiez au premier point. Et la question, c'est... Est-ce qu'avec toute cette libéralisation de l'argent, puisque finalement si on ne le prend pas en impôt, est-ce que vous sentez quand même qu'il y a une rediffusion dans l'économie réelle ou pas? Voilà. Et est-ce qu'il y a des chiffres sur ça, une proportion qui serait repartie? Alors d'abord, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage tout à fait rare et inattendu dans les rencontres où nous sommes. Et puis, je sais pas, on a envie de vous aimer, hein, franchement. Hein, ça. Alors, je ne vous ferai pas de déclaration comme ça en public, mais vraiment, ça fait du bien entendre que des êtres comme vous puissent exister. Alors, ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est évidemment, c'est pas tant votre geste que la réaction de vos salariés. Hein, ce que vous avez bien dit. Alors, votre question, c'était... Est-ce que ce qu'on n'a pas... ah oui, c'est ça. Ce qu'on a enlevé oui. sur l'ISF, est-ce que ça incite aussi Non, ça ne ruisselle pas du tout. Non, ça ne ruisselle pas du tout et surtout, ça vient alimenter. Alors là, j'ai pas les chiffres, je suis pas capable comme ça. Moi, je suis pas Macron, j'ai pas fait l'ENA, je suis pas capable à 73 ans de sortir les chiffres comme ça. Donc vous les regarderez dans le livre. Mais en tout cas, l'argent va à la finance, c'est-à-dire c'est bien la bulle financière qui grossit et qui va éclater d'un jour à l'autre. C'est-à-dire que la prochaine crise, elle est déjà là, on l'attend, et ils sont inquiets. Donc non, massivement, ça ne profite pas au monde de l'économie réelle. En tout cas, pas au niveau de la France. Peut-être qu'avec les délocalisations, ça peut enrichir d'autres pays. Mais en tout cas, massivement, les chiffres de l'OFCE montrent que ça part dans la bulle spéculative. Bonjour, alors merci pour cette conférence très intéressante. Juste une petite question, j'ai feuilleté le bouquin juste avant de venir, je ne l'ai pas encore lu. Je vois que vous parlez justement du soutien des médias effectivement à Emmanuel Macron et à son élection. Et en fait ma question ça serait, concernant une affaire, mais on n'en a pas trop parlé, c'est les liens avec d'Emmanuel Macron avec Patrick Drahi.
le rachat des SFR, ce genre de choses quand il était ministre de l'économie, je crois. Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Donc voilà, quels sont les liens? Est-ce qu'il y a des liens concrets? Est-ce qu'il y a des preuves que Emmanuel Macron et Patrick Drahi sont en lien quelconque? Merci à vous. Non, alors ça, vous le verrez dans le livre. Bien entendu, Patrick Drahi a fait partie des donateurs généreux pour la campagne des présidentielles, mais ça n'était qu'un retour d'ascenseur par rapport aux avantages que, en tant que ministre de l'économie, Emmanuel Macron avait pu lui apporter. De la même façon, vous voyez, il y a des choses assez lourdes qui peuvent devenir très menaçantes pour Emmanuel Macron. C'est la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric, à une multinationale américaine. Or, énergie Alstom, c'est pour vous montrer la gravité de ce qu'il a fait et de ce qu'il est capable de faire. La branche énergie Alstom qui a donc été vendue par Emmanuel Macron, c'est celle qui assure l'équipement et le maintien de l'équipement des 58 centrales nucléaires françaises, ainsi que le maintien de tout ce qui concerne les sous-marins nucléaires. C'est pas technique, hein, ce que je vous dis, j'y arrive pas là, à retenir le truc. Il y a tellement de technique dans la novlangue que j'y arrive pas. Mais enfin, donc le nucléaire français, tout l'entretien du nucléaire français est désormais sous contrôle américain. Et alors donc il y a eu, parce que ça s'est passé dans un entre-soi assez étonnant. Emmanuel Macron venait donc de la banque Rothschild. Le principal actionnaire de la branche énergie Alstom, Bouygues, avait comme banque pour cette négociation la banque Rothschild. Et enfin, Alstom, même énergie Alstom avait pour mandataire financier la banque Rothschild. Donc, vous voyez, ça fait un entre-soi qui, on se dit, quel tripatouillage il y a pu y avoir. Alors, il y a un député, les Républicains, Olivier Marleix, qui a été rapporteur d'une commission parlementaire pour savoir dans quelles conditions énergie Alstom avait pu être vendue à l'étranger, à General Electric américain. Et il y a 15 jours, il a mis en œuvre ce qu'on appelle l'article 40, c'est-à-dire qu'en tant que rapporteur de cette commission, lorsqu'il a vu le journal du dimanche qui a publié la liste des donateurs d'Emmanuel Macron, il s'est dit, tiens, mais ces noms-là, moi je les connais, c'est des gens qui faisaient partie des négociations pour la vente d'Alstom Énergie. N'y aurait-il pas, il dit bien, n'y aurait-il pas un pacte de corruption? Et il a déposé, donc il y a une plainte qui est déposée au tribunal au titre de l'article 40, qui est un article du Code pénal qui oblige quelqu'un qui a de hautes responsabilités au niveau de l'État, qui l'oblige à faire savoir les soupçons ou les preuves, là c'est des soupçons de corruption au sujet de cette vente. Et là c'est important aussi que je vous en parle, parce que c'est quand même, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette conférence très intéressante. Je n'ai pas encore lu vos livres, mais j'en ai acheté un. Je voulais savoir si vous aviez quelques chiffres du côté des femmes, puisque le budget des droits des femmes est de 0,006%, c'est le plus petit budget de l'État. 98% des propriétés privées sont masculines sur la planète. Voilà, alors qu'il y a un besoin énorme. On a demandé 1 milliard pour les droits des femmes et puis lutter contre les violences. Je crois qu'il y a 1 million uniquement pour les violences conjugales, qui a été recommandé par le Haut Conseil à l'égalité. Voilà. Et d'autre part, je voulais savoir si vous aviez des pistes de solutions, comme par exemple sortir de la monnaie dette, sortir du franc CFA aussi,
Et puis, comme Nicole Fioroni le dit, un revenu maximal, mais je ne sais même plus si c'est intéressant, puisque maintenant les chiffres passent sur les capitaux mobiliers. Donc voilà, des pistes de recherche et de solutions. Merci beaucoup. Écoutez, des pistes, vous en avez donné, et puis dans la salle, je suis sûre qu'il y a beaucoup de pistes. À chaque rencontre qu'on fait, il y a toujours toutes sortes de gens qui sont investis, énormément de gens dans tous les coins de France, à Paris, ici ce soir, j'en suis sûre, des réseaux de solidarité, des idées pour vivre mieux la vie qu'on a, nous, à vivre là. Et puis, il y a tout ça, c'est des petites solutions. Et puis, il y a la grande que nous préconisons, mais qui n'empêche pas que nous soyons d'accord avec toutes les petites solutions, parce que c'est bien en se battant soi-même que finalement, on va arriver à se réunir tous ensemble dans une solidarité qui respectera les sensibilités des uns et des autres. Parce que le problème, c'est que nous, on est les plus nombreux. Et il y a des gens qui sont, vous avez dit vous, France Insoumise, il y en a d'autres qui sont communistes, CGT, je dis pas Parti Socialiste, parce que là, ils nous ont trop trahis. Mais enfin, on peut pas être tous pareils. Donc, la première chose, c'est évidemment d'arriver à se rassembler dans notre diversité. Et aujourd'hui, honnêtement, moi, je suis une femme totalement anticapitaliste. Je n'arrive absolument pas à imaginer une autre solution que celle de faire en sorte que les titres de propriété dont ils héritent de génération en génération, uniquement parce qu'ils sont nés à Neuilly et pas à Bobigny, ce soit terminé. Voilà, le système capitaliste est entré dans une phase massivement destructrice et il va détruire l'humanité et la planète. Et donc, avec ça, on ne peut plus rigoler. Bonsoir. Vous avez parlé des gilets jaunes. Moi, je sais que ça bouge pas mal aussi au niveau des facs pour l'environnement. Vous allez, je pense, en entendre parler demain. Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose au niveau de... Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à changer les choses? Enfin, un peu. Oh non, mais il est adorable. Il est tout jeune et tout candide, c'est bien. Mais bien sûr, sinon je ne serais pas là. Qu'est-ce que vous voulez que je vienne au Merle-Moqueur, à rue de Bagnolet, alors que j'ai ma maison à Bourg-la-Reine où il fait bien chaud et où je serai tranquille et tout. Si je viens ici, c'est bien parce que je suis persuadée qu'il y a une urgence au changement et que cette urgence, c'est pas moi toute seule qui vais la faire, c'est tous ensemble qu'on y arrivera. Donc tout ce que vous faites à l'université, tout ce qu'on fait concernant le climat, même si les marches pour le climat ne sont pas suffisamment anticapitalistes, ne nomment pas véritablement le responsable du dérèglement climatique, il n'en demeure pas moins qu'il y a une conscience de la gravité de ce que nous avons à vivre et de ce que nous allons transmettre à nos enfants et nos petits-enfants, générations suivantes, qui commence à être vraiment, vraiment partagée. Et donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, il faut vraiment mettre à la porte les gens qui veulent nous représenter et qui veulent diriger à eux seuls un grand chef, si vous voulez. Ça, non, on n'en veut pas. Nous, on veut être vraiment tous ensemble. Et le mouvement des Gilets jaunes est de ce point de vue extrêmement intéressant parce que justement, ils sont passés au-dessus des corps intermédiaires, des syndicats et des partis politiques traditionnels, dont la France Insoumise. Et eux, justement, il y a des problèmes parce qu'ils ne veulent pas de système de hiérarchie. Ils veulent vraiment vivre la démocratie. Et c'est un mouvement qui peut-être finira par perdre la partie, mais qui est en tout cas extrêmement intéressant pour les sociologues que nous sommes et sûrement pour tous les gens ouverts que vous êtes ici présents. Bonjour madame. En fait, j'avais une question à vous poser parce que
honnêtement, bon, je sais que les riches ne sont pas là pour faire le bien, ils sont là pour, ce sont des vampires. Mais en fait, non, mais après, ils sont dans leur rôle, hein. Mais le problème, c'est que moi, j'ai un gros problème avec cette caste de hauts fonctionnaires. Pour moi, c'est notamment que ce soit les inspecteurs des finances ou l'administration du trésor, c'est parce que ils sont aussi complices et ils se sont enrichis et ce sont eux les traîtres parce que ces gens-là étaient censés défendre l'intérêt général. Bernard Arnault, ça n'est pas son rôle, hein. Lui, il est là pour... moi, selon moi, le problème, ce sont ces traîtres qui sont censés défendre les intérêts des citoyens et qui ont trahi la haute administration. Pour moi, j'ai vraiment une aversion pour ces gens-là. Je réponds au fur et à mesure. Non, ben, votre aversion, bien sûr que je la partage. Et vous avez lu le livre de Laurent Mauduit, La caste. Hein, visiblement, vous l'avez dévoré. Hein? Hein? Voilà. Voilà. Et donc, voilà, ben, on vous recommande ce livre parce que c'est précisément tout un travail sur l'inspection des finances et la direction du Trésor, et avec un travail historique, économique et sociologique tout à fait super. Et alors donc vous disiez ça, ben vous êtes gentil, vous disiez que Bernard Arnault il n'avait pas trahi. Alors là je suis pas d'accord. Vous avez tous vu Merci Patron, le film de François Ruffin. Alors il a trahi ou pas Bernard Arnault? Je veux dire dans le sens que ces gens-là ne seront pas là pour faire ils ne seront pas là pour faire oui, le voilà. bien. Ils sont dans le rôle de milliardaires, c'est des spoliateurs. Oui, parce que vous avez cru une fois dans votre vie à l'intérêt général. Voilà. Tandis que moi j'ai jamais cru. Voilà, mais je n'y attends pas de Bernard Arnault qui défend l'intérêt général. Voilà. J'ai jamais cru aux puissants défendants. Je sais que pour les plus démunis, l'intérêt général, c'est quelque chose de très important. Mais pour les dominants, pour moi, ça n'a jamais pu être compatible. Parce que, pardon, excusez-moi, c'est quand même le régime qu'Emmanuel Macron est chargé par l'oligarchie de détruire, c'est ce qu'a construit le Conseil national de la résistance, dans lequel les collaborateurs, évidemment, la grande bourgeoisie n'avait pas accès. Et donc c'est ainsi qu'on a eu tous les services publics, la sécurité sociale et tout ce dont, enfin moi je sais que j'ai profité à fond. Et sinon je ne serais jamais devenue chercheuse s'il n'y avait pas eu l'État-providence dans lequel j'ai grandi. Alors on a le temps encore pour 2 petites questions. Pas trop longue, s'il vous plaît. Bonsoir. Déjà, on vient de Sceaux, donc ça fait plaisir. Voilà. Moi, j'avais une question en rapport avec les Gilets jaunes, mais également par rapport à vous en tant que sociologue et surtout intellectuel, assez médiatique aujourd'hui. J'ai vu que Gérard Noiriel mettait aujourd'hui une distinction très claire au sein des universitaires entre ceux qui appellent à s'engager dans le mouvement social, ou du moins à l'étudier et à le revendiquer, donc dans les Gilets jaunes, et ceux qui le délaissent ou au contraire parlent de lui en mauvais termes. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, que ce soit dans la gauche critique ou même au sein des universitaires, il n'y aurait pas un appel à relancer pour que les chercheurs, les universitaires assument le poids et leur statut et reviennent s'engager dans la cité en publiant, comme vous faites, mais peut-être pas assez. Enfin, voilà, j'aimerais savoir votre avis sur la question au sein du monde universitaire. C'est-à-dire que pour les universitaires, pour les chercheurs au CNRS, il faut comprendre qu'il y a le poids de l'institution. Et l'institution vous fait vivre et vous demande pour cela d'être soumis à ses impératifs, à ses injonctions. Et donc, quand on reproche aux universitaires d'être trop dans leur tour d'ivoire, de ne pas assez communiquer, ou d'avoir toujours, pour les sociologues, toujours les mêmes sujets, c'est-à-dire tous travaillant sur les cités défavorisées, sur les gens à problème, sans jamais travailler sur les causes de ces problèmes, c'est-à-dire dans les beaux quartiers, sur l'oligarchie et les riches, eh bien, il faut savoir que c'est très difficile. Nous, par exemple, je peux vous assurer qu'il n'y aura jamais plus de Pinson Charlot qui puisse exister au CNRS. Et ils le disent précisément.
C'est-à-dire que cette possibilité-là ne doit plus être possible. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis, d'une part, il faut être généreux quand on regrette qu'il n'y ait pas assez de chercheurs ou d'universitaires qui s'investissent. C'est que ce n'est pas si facile que ça. Et moi, je le dis très humblement, si ça a été possible pour Michel et moi, c'est précisément parce que nous étions un couple. Et qu'à deux, on a été forts. Et qu'à deux, on s'est dit, nous, on s'en fout. C'est pas une carrière qu'on essaye de faire au CNRS. Nous, ce qu'on veut, c'est être heureux, déjà. Pas s'emmerder dans des séminaires qui n'en finissent plus, où on rabâche, où on écoute, où on s'embête, quoi, tout simplement. Et nous, on s'est dit, on ne veut pas rater notre vie de chercheur et on veut trouver un sujet qui ne soit pas labouré par 36 000 chercheurs. Et donc, c'est comme ça on avait déjà très envie de travailler sur les puissants. Mais si vous voulez, c'est uniquement parce qu'on était deux ensemble dans le même laboratoire qu'on a pu faire face aux pressions incroyable qu'on peut subir aussi bien de l'institution que de ses propres collègues. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'intériorisation de l'institution par des collègues sympas, des collègues qui sont de gauche. Bon, il y a ça. Et puis la deuxième chose, là par exemple, ces jours-ci, on en prend plein la gueule avec Michel. C'est-à-dire qu'il y a des journaux comme Le Monde, Le Point, je ne sais plus quels autres. On sent d'ailleurs que l'étau se resserre. Donc, ils nous disent, comme il n'y a pas grand-chose, il y a sûrement des petites erreurs factuelles dans notre livre. Ça, d'ailleurs, si quiconque en repère, merci de nous les faire connaître, parce que du coup, dès le premier retirage, on corrigera les imprécisions s'il y en a, parce que ce n'est pas si facile que ça de brasser la science politique, l'économie, la climatologie aujourd'hui, tout ce qu'on doit brasser, le monde des médias et tout, le monde agricole, enfin c'est... Donc notre responsabilité est grande, on essaye de l'assumer, mais il peut y avoir des petites erreurs. Alors pourquoi je me lance, pourquoi j'ai dit ça, je ne sais plus. Hein? Ah oui, alors on cherche, merci, hein, quelquefois je perds le fil. Et comme ça, c'est un test aussi. Vous écoutez, mais lui, il me regarde, mais il a vu. Non, je plaisante. Et du coup, ça y est, j'ai reperdu le fil. Ah oui, c'est ça. Alors donc ils peuvent, pour l'instant, en tout cas, ils ne peuvent pas nous reprocher des choses lourdes de ce livre, sinon ils l'auraient déjà fait. Et donc là, ils ont trouvé deux stratégies pour nous stigmatiser. La première, c'est qu'on n'est pas des sociologues, on n'est plus des sociologues. L'article du Monde, c'était « Les Pinson-Charlot des ex-sociologues hein ». On n'est plus des sociologues, on est devenus des militants politiques, des idéologues, comme si eux, ils n'étaient pas des idéologues, c'est ça qui est extraordinaire, comme si eux, c'était pas des militants. Et donc, c'est une façon de nous stigmatiser. Et puis, c'est évidemment la théorie du complot. Voilà. Alors que nous, franchement, nous balancer encore cette théorie du complot, c'est une façon de nous laminer, de nous stigmatiser et d'empêcher la discussion. Et chaque fois, on montre qu'on n'est pas du tout dans la théorie du complot, puisque livre après livre, on montre les rouages et les roueries d'une oligarchie mobilisée pour piller l'État, pour piller, esclavagiser le peuple. C'est pas une théorie du complot. Il y a les noms, il y a des drahis, il y a toutes sortes de noms qui émaillent nos livres, une personnification des différents membres de cette oligarchie. Mais voilà, mais chaque fois, ça revient. Et donc, chaque fois, il faut recommencer le même discours. Et alors donc, tout ça pour dire que, bien entendu, qu'aujourd'hui, avec quand même la gravité de la situation qui existe aujourd'hui en France, ben évidemment, on attend des intellectuels qu'ils s'investissent. Et s'il y en a ici ce soir, il faut le faire. Et non seulement il faut le faire parce que c'est nécessaire, mais c'est nécessaire aussi pour soi. C'est-à-dire que savoir s'engager à un moment dans la logique de son travail, ça fait du bien. Et on peut se regarder mieux dans la glace. Vous voyez, ça donne de la dignité. De toute façon, je vais vous dire, il me semble qu'on n'a plus rien à perdre. C'est-à-dire que ce qui nous attend est tellement horrible que s'engager et puis se faire rappeler à l'ordre, c'est pas bien grave tant que ça va pas plus loin. Voilà. Alors, dernière question.
Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Juste dans le livre des sociologues, je crois c'est Carla Nagel, c'est Pierre Lascoun qui s'appelle Sociologie de la délinquance en col blanc. Il parle notamment du fait que il y a toujours une grande clémence en fait pour la classe dominante quand ils font des choses. Donc typiquement Chirac qui reste hyper populaire alors qu'avec tout ce qui s'est passé avec les emplois fictifs à Paris, ou Alain Juppé qui va être nommé au Conseil constitutionnel, ou Fillon qui a quand même eu beaucoup de voix, enfin bref tout ça. Et je voulais savoir en fait si vous pouviez un peu nous expliquer plus ce phénomène, donc déjà de sentiment d'impunité qu'ils ont, parce que c'est vrai, c'est un peu des intouchables. Et deuxièmement, comment ça se fait qu'en fait on leur pardonne tout, enfin, parce que mine de rien, on continue et ça continue. Donc, voilà, si vous voulez un peu revenir sur ça. Alors, ce sentiment d'impunité qu'ont les puissants, il se construit dans les beaux quartiers dès la petite enfance. On apprend aux enfants, d'une manière avec des éducations spécifiques, en famille, dans les rallyes, dans des écoles spécifiques de la grande bourgeoisie, qu'au fond, ils sont des êtres d'exception. Ils portent une certaine noblesse. Et cette noblesse, elle se voit même dans leur corps. C'est-à-dire que les puissants arrivent à transformer l'arbitraire de leur puissance, puisque je l'ai dit déjà 2 ou 3 fois dans la soirée, ils n'y sont strictement pour rien. Ils ont les titres de propriété, c'est tout. Et nous, on ne les a pas. Eh bien, cet arbitraire qui doit être toujours masqué, on ne parle jamais de cet arbitraire, qui doit être toujours masqué, cet arbitraire, il le transforme en qualité naturelle. Les corps des puissants ne ressemblent pas aux corps des gens qui travaillent, qui ont des conditions de vie difficiles. Si vous allez de Neuilly à Bobigny, il y a 5 km, eh ben vous verrez, les gens dans la rue n'ont pas le même exercice corporel, comme disait Bourdieu. Et donc, cette transformation, ce formatage physique par l'intériorisation de l'excellence, plus le capital physique, beaucoup de sport, enfin tout ça est vraiment fabriqué. La fabrique du grand bourgeois, c'est un chapitre de notre sociologie de la bourgeoisie. Et ça permet, si vous voulez, de passer de la domination économique à la domination symbolique. Les dominés reconnaissent aux dominants, en effet, vous nous êtes supérieurs, cela se voit, elle a de la classe. Quand on dit d'une femme, elle a de la classe, ça veut dire elle appartient à la classe supérieure, elle a l'élégance, enfin voilà. Donc un sentiment d'excellence qui vous donne, parce que vous êtes toujours avec vos pairs, dans l'entre-soi, qui vous vous confortez mutuellement en permanence. Et puis après, c'est pas difficile, c'est pas qu'on leur pardonne, et c'est pas que nous on leur pardonne, c'est-à-dire que c'est eux qui mettent en place des institutions, des mécanismes institutionnels qui les protègent, avec les cours de justice de la République où il n'y a que des pairs, avec un Conseil d'État où on est tout le temps dans la noblesse d'État, avec une commission des comptes pour les élections. Moi, je suis candidate pour être recrutée dans cette commission, mais il n'y a que de la noblesse d'État, je ne serai jamais recrutée. J'aimerais aussi être recrutée au Conseil constitutionnel. Eh ben voilà. Mais ça, c'est impensable. C'est-à-dire que c'est toujours Cour de cassation, Conseil constitutionnel, et c'est toujours les mêmes, des énarques, qui déclarent ce qui est constitutionnel, déclarent ce qui est légal, et confortent toujours, protègent toujours les leurs. Et on a fait tout récemment, au mois de septembre, une bande dessinée sur les riches au tribunal, avec le procès Cahuzac. Et là, c'est à mourir de rire avec les dessins d'Étienne Lécroart. On montre comment tout le monde savait, y compris François Hollande, tout le monde savait que Jérôme Cahuzac avait des comptes à l'étranger depuis très longtemps, offshore, non déclarés. Mais on montre le mécanisme qu'on est arrivé à mettre au jour, et on n'a pas eu de problème pour l'instant. Et c'est sorti au mois de septembre, donc c'est que c'est tout bon. Comment on met à un moment donné les dossiers d'Emmanuel Macron, le lapsus est bien, de Jérôme Cahuzac dans des coffres-forts à Bercy
pour laisser tomber un peu la pression. Puis après, il y a un autre inspecteur des impôts qui peut être à la clé du coffre-fort et qui refait une déclaration dans ce sens, jusqu'à ce qu'un journaliste, Fabrice Arfi de Mediapart, arrive à vraiment déclarer « je suis sûr, il a un compte voilà ». Mais tout le monde savait. Et donc, si vous voulez, il se protège, c'est l'impunité. Et dans notre France soi-disant démocratique, et puis je m'arrête là, il y a deux vitesses, une justice à deux vitesses. Les comparutions immédiates, et c'est important quand même que j'en parle, devant lesquelles passent les gilets jaunes, et condamnés à de lourdes peines, 24 heures après, tandis que pour les puissants, comme Jérôme Cahuzac, c'est des années. Et quelquefois, après, on oublie d'en parler et du coup, on est tous morts et puis il n'y a plus de mémoire et ils s'en sortent. Voilà. Et alors, j'attends toujours. Je ne sais toujours pas, Jérôme Cahuzac, finalement, quelle est la peine que le juge d'application des peines lui a appliquée. Je pense que ça n'est toujours pas sorti. Si ? Ah ben, il a le bracelet. Il a choisi le bracelet. D'accord. Donc, il a choisi le bracelet comme sa femme. Sa femme aussi a choisi le bracelet. Voilà. Merci beaucoup. On va arrêter la discussion là. Il va y avoir un temps de dédicace sur le bas, sur la partie basse du magasin. Les ouvrages de Monique et Michel Passon-Charlot sont aussi disponibles autour de la caisse. Il y en a pas mal. Et le temps que ça se vide un tout petit peu, on va installer une table pour boire un pot. Si vous êtes les bienvenus pour rester et partager un verre. Et j'en profite aussi pour vous inviter. Vendredi prochain, on fait une très belle rencontre sur la Révolution française, histoire de trouver un peu d'inspiration autour d'une BD qui s'appelle Révolution, qui est excellente. Voilà, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup.